C'était un bon claque bien franc. Vraiment plusieurs personnes dans ma tête. C'est pas grave ça, on est plusieurs à avoir plein de personnes dans notre tête. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Justement, c'est le sujet de la vidéo. Est-ce qu'on est fou? De ouf, c'est vrai, ouais. Salut. Bon, on se l'avoue, cette vidéo aurait dû sortir depuis bien longtemps, mais faute à ma... Oh, c'est dur à dire ça. Non-organisation. J'ai repoussé le truc 1000 fois, alors que c'est tellement intéressant, et c'est avec une personne tellement intéressante aussi. C'est en lien direct sur comment aller un peu mieux. Donc comme vous avez pu l'entendre, je suis avec une personne très drôle. Salut. On va y aller, comme ça tu galéreras moins. Vas-y, pardon. Je vais te faire des vacances. Donc moi je suis Elia, je connais Alex parce qu'on joue ensemble à League of Legends, ce qui n'a aucun rapport avec la vidéo. Absolument. Dans la vraie vie, je suis infirmière. J'ai vu sa vidéo sur la santé mentale et je l'ai trouvée très intéressante. Et on a papoté un peu tous les deux sur plein de choses sur la santé mentale. Et Alex a proposé qu'on fasse une vidéo pour reprendre un petit peu tout ce qu'on avait dit ensemble. On trouvait intéressant de faire quelque chose de très global parce qu'on en parle tellement pas assez de la santé mentale qu'il fallait faire un truc assez simple. Petit disclaimer, si vous êtes à la recherche d'informations très techniques, c'est pas la vidéo que vous recherchez, ce n'est pas la vidéo que tu recherches. Le but c'est de faire quelque chose de très général, de façon pas tabou du tout, de la dédramatiser peut-être aussi un peu, mais en tout cas de vous donner quelques clés pour vous y retrouver parce que c'est pas forcément évident. Et c'est plus dans ce but là qu'on fait cette vidéo. Je suis quand même pas psy et je suis quand même pas psychiatre. Je vais faire mon métier d'infirmière, faire de l'éducation à la santé et de déceler les problèmes et puis de vous donner les solutions pour aller éventuellement voir des spécialistes, des endroits où vous pourrez trouver des solutions. Voilà. Vous vous donnez un petit peu plus confiance aussi en la santé mentale et aux personnes qui pourraient vous aider avec ça et au fait aussi de demander de l'aide vis-à-vis de ça. On va parler du coup, comme tu l'as dit, très généralement. Enfin, tu vas parler plutôt très généralement puisque moi je peux acquiescer. Voilà. De vous parler de ça vraiment très humainement. Il n'y a pas de liaison normalement, mais t'as compris. D'une manière très citoyenne. Plus que médical. C'est médical, c'est un gros mot aussi. Il y a plein de choses qui sont médicales et c'est aussi ça le but, de désacraliser et dédramatiser la chose. La santé mentale, ça devrait être quelque chose de aussi important que la santé physique, en espérant que vous trouviez quelque chose qui vous correspond dans la vidéo. Après, il y a l'espace commentaire aussi si vous voulez poser des questions et moi je serai dans le coin où Alex me fera des petits coups de coude pour que je vienne y répondre s'il n'y arrive pas et ça sera avec plaisir. Le début parfait, on a préparé quelques questions quand même, des questions que je pense vous pouvez aussi vous poser parce que je me les ai supposées. Je sais pas si tu te les as posées. Bien sûr. Si, parce que j'ai à la fois été patiente et professionnelle de santé, donc c'est des questions que je me suis posées personnellement. Plein de questions très simples, mais c'est des questions qui sont fondamentales en matière de santé mentale. Ce sont aussi des questions qui, en l'occurrence, font un petit peu peur, impressionnent un petit peu, parce que justement, c'est la santé mentale. Ça devrait vraiment être au même stade que toutes les autres santé. Justement, je pense qu'on va pouvoir parler de la définition de ce que c'est la santé mentale. Déjà, je pense que c'est un bon point pour commencer. J'ai justement une propre idée de la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est tout ce qui touche du coup à l'esprit, de la dépression pour moi à la folie. Soit t'es dépressif, soit t'es fou. Pour toi, Elia, qu'est-ce que la santé mentale ? Bah déjà, je vais prendre un truc très simple. La définition de la santé, en fait. Par l'Organisation mondiale de la santé, c'est défini par l'OMS comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En compte, la santé physique, mentale et sociale. C'est un petit peu plus complexe côté social, on va pas s'en occuper, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que si tu as une pathologie, tu ne peux pas être dans un état de bien-être. C'est pas parce que tu as un handicap mental ou un trouble mental que fatalement tu vas être malheureux toute ta vie. La santé mentale, c'est un état de bien-être général, ça affecte pas, je dirais, ta façon de fonctionner tous les jours. C'est le plus simple, grosso modo, tout va bien si t'as pas quelque chose qui t'empêche d'avancer en fait dans ta vie. Il faut te dire que la santé mentale, c'est un peu comme la santé physique, c'est-à-dire que ça fluctue en permanence. Par exemple, tu vas te choper un petit rhume, c'est pas pour ça que t'es malade à vie, tu vois. Il y a des périodes où tu vas être plus ou moins stable au niveau de ta santé mentale, et c'est surtout parce qu'elle dépend aussi de plusieurs facteurs, parce que la santé mentale, c'est aussi très très lié à ton environnement. Par exemple, à tes facteurs socio-économiques, c'est-à-dire quelles sont tes ressources, comment est ton logement, est-ce que tu as des activités qui te font plaisir. Ça peut être aussi les événements que tu vis. On a tous des séparations, des deuils, des contrariétés. La dose de stress auquel tu es exposé. Ça peut être aussi ton hygiène de vie. Ça peut être des facteurs qui sont biologiques ou génétiques, mais on va pas trop rentrer dans le sujet, mais il faut savoir que ça en fait partie aussi. Ça peut être aussi altéré par une pathologie physique. Quand on t'apprend une pathologie grave, ça peut aussi affecter ta santé mentale.
Voilà. Très disparate en fonction des gens aussi. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes façons de gérer les choses. Très compliqué, je pense, de parler de santé mentale parce que c'est pas perceptible, contrairement à la santé physique, tu vois. Si t'as un bras cassé, tu vas vite le voir, tu vas vite le sentir. Je peux prendre un cliché avec une radio et te montrer que t'as tes os cassés, tu vois. C'est visuel. Une grippe, tu vas le sentir et tu vas le voir. Tu vas pouvoir toi-même mesurer certaines choses. Si tu vois que ton thermomètre il a 39 degrés, bah tu vas te dire qu'il y a un truc qui est pas tout à fait normal. Voilà. Tandis que la santé mentale, c'est beaucoup plus flou. Les symptômes de ta santé mentale, c'est beaucoup plus difficile à repérer. Mais il faut savoir que ça marche à peu près pareil. Un gros raccourci, et c'est surtout pour comprendre comment ça marche. Ta santé mentale, c'est un peu comme si un système immunitaire. En fait, ça va te permettre de gérer toutes les petites agressions que tu as dans la journée. Genre, ça va t'éviter de tuer ton voisin parce qu'il est passé devant toi au niveau de la caisse. Gérer tes petites frustrations de la journée parce qu'on en a tous. Ça va te permettre de gérer le stress. Enfin, tu as une structure qui va équilibrer tout ça. Là où on parle de pathologie mentale, alors attention, pathologie, c'est un gros mot. Hein. Dans les pathologies physiques, t'as une bronchite, c'est une pathologie. T'as un cancer, c'est une pathologie. Par contre, c'est difficile de les mettre sur le même niveau. Mais tu peux avoir ton système immunitaire qui est trop agressé, tu déclenches une pathologie mentale un petit peu avant quand même, quand il y a 2-3 symptômes qui apparaissent. Faut s'en occuper. Qu'est-ce que c'est la santé mentale? Grosso modo, c'est son système immunitaire de ton humeur. On va parler d'humeur pour que ce soit plus facile, qui te permet de gérer un petit peu tout. Comme un système immunitaire, quand il est trop agressé, quand il y a trop d'événements qui se passent, aussi trop longtemps que ça dure, tu vas être fatigué et tu vas passer au niveau pathologique, c'est-à-dire que tu vas avoir une réponse qui est plus vraiment adaptée à la situation. Voilà, si je dois faire un gros résumé, c'est ça. Bah, je pense que c'est quand même très bien dit. Merci, monsieur. En fait, il faut se dire qu'une pathologie mentale, c'est pas plus grave ni moins grave que d'aller voir son médecin traitant quand t'as une bronchite. Une petite idée de l'impact de la santé mentale sur la santé physique. Parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais en fait, les deux sont liés. Je pense qu'on va pouvoir passer à pourquoi prendre soin de sa santé mentale. Justement. Notre deuxième point qu'on avait évoqué. En fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et alors attention, tout ce que je vais donner, c'est pas parce que vous allez vivre ces situations que ça va vous arriver automatiquement. Pour vous donner une idée de ce que peut impliquer la santé mentale sur la santé physique. Encore une fois, ce sont des choses qui sont très propres à nous-mêmes. Là, je vais te donner des exemples qui ont un impact physique. Bah, c'est beaucoup plus parlant en matière de connexion. Je sais pas si tu connais le syndrome du cœur brisé. De nom. C'est une pathologie cardiaque reconnue, qui est aussi appelée le syndrome Takotsubo, si j'arrive à le dire correctement. C'est une pathologie cardiaque qui arrive après une émotion forte, qui est souvent confondue avec un infarctus en fait. À peu près les mêmes symptômes qu'un infarctus. C'est pour ça que c'est pas souvent diagnostiqué aussi parce que c'est pas très connu. Mais suite à une émotion forte, ça peut être un choc psychologique comme un choc physique d'ailleurs, tu vas avoir le cœur qui va se déformer, qui va présenter les mêmes symptômes qu'un infarctus. La majorité du temps, c'est réversible. Une émotion forte, ça va quand même avoir des gros retentissements physiques. Pour les gens qui ont étudié ce syndrome-là, les patients qui avaient ce syndrome, ils ont une connectivité cérébrale altérée qui traduit un traitement des émotions différents, par exemple. C'est des patients qui ont tendance à vivre les émotions différemment. Par exemple, avec toute l'hypersensibilité là, qui est ressortie depuis quelques années, est-ce que ça peut toucher quelqu'un qui est sensible mais sans forcément l'être? Il n'y a pas de profil type, on sait que ça peut être le cas des patients, mais il n'y a pas vraiment de profil type. Encore une fois, c'est pas pour dire que ça va vous arriver, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Ce que vous allez vivre au niveau psychologique et surtout les gros chocs, ça va aussi avoir un impact physique. Si on parle de deuil aussi, on sait que période de deuil, on est plus sensible au niveau physique. Il y a de nombreuses recherches qui montrent qu'il y a une augmentation des maladies vasculaires et cardiovasculaires et des AVC. Et il y a aussi une aggravation des pathologies qui sont déjà là. Genre, quelqu'un qui aura un diabète va pouvoir être plus déséquilibré au niveau de son diabète. Et de manière générale, suite à un deuil, t'as quand même 59% des personnes qui sont en deuil qui ont subi une altération de leur santé ou de leur condition physique et 51% qui ont ressenti un épuisement physique, dont 20% pendant plus d'un an. T'as quand même des choses qui se passent physiquement avec ta santé mentale. Il faut pas penser que la santé mentale, dans son petit coin, elle fait ses trucs et que le corps à côté, il aura aucun impact. C'est pas vrai, vous aurez toujours un impact. On va pas aller jusqu'au syndrome du cœur brisé. Cette santé mentale, si vous la prenez pas en charge, ou en tout cas si vous y faites pas attention, sans parler de prise en charge, rien que sur le fait d'être épuisé physiquement, tout devient plus compliqué quand même. C'est un peu l'image du poids que tu traînes et qui te ralentit, que ce soit du coup physiquement, parce que justement t'es épuisé, ou que ce soit mentalement. Donc s'il se passe quelque chose effectivement qui te touche, plus ou moins grave, c'est ça ce que je voulais dire. Ce n'est pas parce que t'as eu un traumatisme dans ta vie que forcément tu dois être suivi, et vice versa. C'est pas parce que tu n'as rien eu dans ta vie que tu ne devrais pas être suivi ou que tu ne devrais pas faire attention. Exactement. Chacun a son seuil de tolérance au niveau aussi mental. Encore une fois, quand vous avez une bronchite, vous allez voir votre médecin traitant. Quand ça va pas, allez voir votre psychologue. Des fois, ça fait du bien. Psychologue de manière générale. Si tu te rends compte que dans ta tête, t'as des choses qui te tracassent, si tu te rends compte que tu as de plus en plus de mal à faire des choses, encore une fois, peut-être qu'il y a possibilité que tu aies besoin du coup d'aide de professionnels. Les amis ne sont pas
psychologue, il est peut-être nécessaire d'aller se faire aider. Mais malheureusement, on a très peur du coup d'aller se faire aider, clairement, parce que c'est tabou au possible. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur en fait d'aller voir un psychologue alors que finalement on va juste voir un médecin? Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est aller se faire aider. Déjà, rien que dans le langage, quand on parle de psychiatrie ou de psychologie, on n'arrive même pas à le dire. Quelqu'un qui va voir un psychologue, il va te dire je vais voir quelqu'un, ou je consulte, je me fais aider, mais je vais pas voir un psy, tu vois. Déjà, rien que dans le langage, c'est hyper intéressant parce que quand t'écoutes des gens qui justement voient un psychologue, c'est très tabou. Le mot psy, ça a l'air d'être un énorme gros mot, genre Voldemort, il faut pas le prononcer, tu vois. Sinon il va apparaître, on sait jamais. Psychologue ou psy, il faut pas le dire. Oula. Il y a une espèce d'appréhension. Alors je pense que c'est basé sur plein de choses. Déjà, traditionnellement, on oppose la santé physique et la santé mentale, et la santé physique a quand même pris une grosse place dans la médecine occidentale, en tout cas. On s'est beaucoup occupé du corps, on s'est très peu occupé de la santé mentale. J'entends en tant que médecine professionnelle, en tant que psychiatrie par exemple. La psychiatrie, en fait, si tu regardes, c'est quand même très neuf. Déjà, culturellement, on a déjà l'habitude de les séparer en deux, de donner plus d'importance à la médecine qui s'occupe du physique. Et puis je pense qu'aussi, il y a le fait que quand on entend psychiatrie, on entend asile de fous quand même. Ça, c'est le premier truc auquel on pense. Si j'imagine la maladie mentale... Tu penses à asile de fous. Faut être honnête, ça a quand même été ça, parce que c'était quelque chose qu'on savait pas gérer, donc on mettait toutes les pathologies au même endroit. Il y a même eu des dérives aussi, hein. On enfermait un petit peu qui on voulait. Maintenant, c'est quand même plus du tout ça, et bien heureusement. C'est aussi véhiculé, je pense, par une partie de la culture et de la pop culture. Et dans les films d'horreur, t'as les asiles de fous, souvent. Tout ce qui est psychiatrie, c'est souvent l'endroit où tu vas voir les tueurs en série, les trucs comme ça. Enfin, c'est pas la majorité de l'hôpital psychiatrique, et bien heureusement. On a une vision qu'on a héritée de ces asiles de fous et qui sont toujours un petit peu dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que je pense que ça fait très peur. Et je pense qu'aussi, il y a autre chose, étant donné que c'est toujours aussi tabou, c'est qu'on a un gros sentiment de solitude quand on se retrouve face à ces genres de problématiques. Parce que comme c'est tabou d'en parler, c'est très compliqué d'en parler à quelqu'un. D'aborder le sujet de la santé mentale avec quelqu'un. Une société basée sur la norme, ça c'est une société, elle fonctionne comme ça. Une société en ce moment qui est basée sur la performance, où quand t'es faible, t'as pas trop le droit quand même. T'as même pas le droit d'être faible, dans le sens où t'as une injonction à la normalité et au bonheur. Tant les réseaux sociaux peuvent être de merveilleux outils pour certaines choses, autant tu vois, c'est des photos de parfait tout le temps. T'as la photo parfaite, du paysage parfait. C'est basé sur le principe du parfait et du bonheur. T'as l'impression que tout le monde il est heureux et que tout il est parfait tout le temps et qu'en fait toi t'es pas heureux et t'es pas parfait. C'est con. Tu mets le tabou de la santé mentale, l'image de la santé mentale, toutes les normes qu'on t'impose et tu mets dans ça dans un gros shaker et tu mélanges avec un sentiment de solitude, c'est très compliqué d'aller voir un psy quoi. On montre pas la moindre faiblesse. Pour la société aujourd'hui, ce sont des faiblesses, alors que ce ne sont pas des faiblesses, ce sont juste des ressentis humains qu'on devrait tous écouter et tous partager pour pouvoir justement s'entraider et évoluer. La société prône aussi la réussite seule. On est dans une société qui va très vite. Comme c'est imperceptible la santé mentale, il y a aussi un temps où il faut que tu te poses et que tu réfléchisses à ce que tu es en train de vivre. C'est compliqué dans notre société, je trouve, aussi de prendre du temps pour ça. De dire j'ai besoin de temps. Par exemple, si tu prends la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Maslow a théorisé une pyramide des besoins. Je suis pas du tout d'accord avec cette pyramide-là. T'as les besoins physiques en premier. Tout ce qui a trait un petit peu au mental est quand même très secondaire. Je vais te donner un exemple. J'ai fait un stage avec des publics précaires, des publics à la rue, en tout cas dans des situations sociales qui étaient très préoccupantes. Moi, je connaissais une SDF, sa préoccupation dans la vie, c'est d'avoir des crayons et un carnet. Elle mangeait pas de la journée, c'était pas son problème, parce qu'en fait, ce qui la venait tenir dans les rues, c'était de pouvoir écrire. Que ce soit des poèmes ou des histoires, c'était de pouvoir écrire. Justement, le contre-pied du physique par rapport au mental, on a tous besoin d'un équilibre de ce côté-là aussi. Faut pas croire que tout ce qui est physique et matériel résout le problème. Ça voudrait dire qu'en fait, les suicides et la dépression, ça devrait pas arriver aux gens qui ont de l'argent, de quoi bouffer et un toit. En fait, la santé mentale, c'est beaucoup plus important que ça. Et qu'en fait, le monde ne va pas vous tomber sur la tête quand vous allez dire je vais voir un psy en ce moment, parce que ça va pas. C'est très bien, vous prenez soin de vous, en fait. C'est quelque chose à valoriser, en fait. Et là, je pense parler aussi aux gens qui vont recevoir ce type de témoignages en tant qu'amis, famille, proches. C'est important de dire que c'est bien. C'est une bonne chose et que c'est très bien et qu'il est très courageux parce que c'est pas facile comme démarche et que tant mieux parce qu'il prend soin de lui. Par exemple, vous allez, je sais pas, dans un spa ou je sais pas quoi, vous dites je prends soin de mon corps. Je crois qu'il y a une tête sur ton corps. Oui, c'est ça. C'est difficile, mais essayer de dédramatiser le fait d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, valoriser ce genre de démarche, dans le sens où la personne qui vous avoue ça, elle a déjà eu beaucoup de courage de faire le pas d'aller voir un psychologue. Elle a déjà fait un énorme pas en vous disant qu'elle y va. Valoriser ce genre de choses parce que justement, c'est valoriser le courage de le faire et le courage d'en parler. Et c'est comme ça aussi qu'on peut débunker le fait que ce soit quelque chose de très tabou et que ça soit pas quelque chose de dramatique. Dire c'est cool, bien, tu prends soin de toi, t'es super courageux, bravo.
quand on est jeune, on a un petit peu peur d'aller voir des médecins pour notre santé physique ou que ce soit pour notre santé mentale. Qu'est-ce que toi tu dirais justement juste à ces jeunes qui ont un peu peur, impressionnés en fait par le personnel médical du coup dans sa plus grande largeur, donc autant physique que mental. Des professionnels de santé, ils ont toujours vu pire. Moi, c'est ce que je dis à mes patients en matière de physique aussi. Professionnels de santé, donc ils sont là justement pour prendre soin de vous et de vos problèmes, histoire de dédramatiser. Ils ont toujours vu pire que vous. Et vous ne serez pas le pire qu'ils ont vu. La première chose, c'est qu'on n'est jamais marié à un professionnel de santé. C'est pas parce que vous allez voir un professionnel de santé qui ne vous convient pas que vous êtes obligé de continuer. Jamais. En fait, il faut que vous trouviez le professionnel ou la méthode qui vous convient. Surtout sur la santé mentale, puisque c'est une relation de soins qui va se mettre en place. Donc, il y a des fois où ça passera avec un professionnel de santé ou pas. Bien sûr, ça dépend de ta géolocalisation, ce genre de choses. Dans la majorité, choisir quelqu'un qui te convient, qui te correspond. C'est hyper important, vous avez le choix de votre professionnel de santé. On va aller même jusqu'au cas le plus embêtant, qui m'horripile le plus. Si vous tombez sur un professionnel de santé que vous trouvez jugeant, insultant, vous avez le droit de partir du cabinet en claquant la porte. C'est pas parce qu'on a une blouse blanche qu'on peut ne pas être un connard. Les professionnels de santé sont des êtres humains. Il y en a des biens et il y en a des pas bien. Les soignants, c'est aussi des êtres humains. Des fois, nous aussi, on fait des bourdes. Je mets les limites aussi parce que j'ai aussi des patients qui sont pas forcément très respectueux des professionnels de santé. À partir du moment où tu expliques ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as ressenti comme ça, et que en face la personne comprend, tout va bien. On n'est pas marié avec son psychologue, on n'est pas marié avec son psychiatre, comme on n'est pas marié avec son médecin. Vous avez la possibilité de changer. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir trouver de l'aide, parfois pour des problèmes un peu différents ou pour des approches différentes, mais il y a plein de solutions pour vous apporter de l'aide. Et justement, quelles sont ces solutions? Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? À qui parler? Comment le faire? Commencer en fait ce processus d'aller mieux, d'aller voir un psy. Pour ça, il y a plein de solutions et ça va être très personnel. Je vais faire un petit peu une liste de ce qui existe et vous allez essayer de voir qu'est-ce qui vous convient le plus en fonction de votre situation aussi. Je pense que la première chose quand même, si vous avez une bonne relation avec lui, c'est d'en parler à votre médecin traitant. Le médecin traitant, c'est le plus facile. Encore une fois, c'est comme moi, c'est-à-dire que ça va pas être le professionnel non plus de santé qui va résoudre forcément votre problème psychique, mais ça reste quand même un acteur de santé qui est le plus proche. En tout cas, si vous avez une bonne relation avec lui et si vous arrivez à lui dire s'il est à l'écoute et si c'est un bon médecin traitant, il va aussi prendre cette part de votre santé en charge. Encore une fois, on va dédramatiser un truc, une thérapie ne passe pas forcément par des médicaments. Et même si vous devez prendre des médicaments, la majorité du temps, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas tomber addict à des antidépresseurs en une prise. Ça reste par contre votre choix de soigner, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie de le faire ou pas. Le professionnel de santé, lui, va vous proposer des solutions et il va essayer de chercher la meilleure avec vous. Bonne relation avec leur médecin traitant, c'est un bon point de départ. Normalement, la personne qui vous connaît le mieux en matière de santé. Après, il y a la solution la plus classique, c'est-à-dire les psychologues ou les psychiatres qui sont en libéral. Tout psychologue ou psychiatre est inscrit à l'ARS. C'est un métier qui est réglementé. Les gens qui se proclament professionnels de la santé mentale et qui ne le sont pas du tout. Si vous voulez vérifier ça, c'est tout simple. Ils sont enregistrés avec un numéro à l'ARS, à l'Agence régionale de santé. Et c'est pas parce que quelqu'un a vécu un traumatisme qu'il sait le traiter. Après, dans ces psys-là, il y a différents courants, différentes méthodes. Là, on va pas s'apesantir dessus. La solution qui vous va. Voilà. Après, il faut tester pour savoir aussi. Allez-y à l'instinct. C'est ce qui marche le mieux. Allez-y un petit peu à l'instinct, allez voir quelqu'un, ça marche pas, cherchez quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va vous correspondre quoi qu'il arrive. La seule différence que je peux te faire, le psychologue, lui, il a un diplôme universitaire, mais il peut pas prescrire de médicaments. Donc c'est un professionnel de la santé mentale, mais qui ne peut pas prescrire de médicaments. Le psychiatre a fait des études de médecine, aussi en santé mentale, mais est capable aussi de prescrire des médicaments. Voilà, ça va être la seule différence que je peux vraiment te faire. Le seul point à retenir, c'est tu vas voir quelqu'un, ça te convient pas. Tu sois en confiance et en sécurité avec lui. Et je pense que tu peux aussi les appeler. Oui, tout à fait. Avant de faire ton premier rendez-vous, tu peux aussi poser des questions la première fois que tu les appelles. Peut-être savoir comment la personne en l'occurrence fonctionne. Est-ce qu'elle discute, est-ce qu'elle discute pas. C'est une très bonne remarque parce que tu as aussi pas mal de psychologues et de psychiatres qui ont des sites internet et qui expliquent aussi sur leur site comment va se passer la séance, leur parcours aussi à eux. Et ça peut peut-être aussi vous aider à choisir, tout simplement. Ou en tout cas, vous sentir un peu plus en confiance, voir quelqu'un qui vous explique bien comment ça va se passer et qu'est-ce que c'est de venir chez un psy, peut-être que ça vous mettra aussi en confiance. Est-ce que ça peut aussi vous guider et vous donner envie? Sachant que des fois c'est pas monolithique, aussi le professionnel de santé s'adapte à votre situation et à votre façon de fonctionner. Il n'y a pas un type non plus de psychologue qui fait que vous écouter parler ou que de la discussion, il va s'adapter aussi à comment vous êtes. Et les psychologues, il n'y a pas de remboursement, donc il faut quand même avoir les moyens d'y aller. C'est un gros débat en ce moment chez les psychologues. Actuellement en France, c'est pas remboursé. Vous avez quand même des solutions qui sont beaucoup moins onéreuses, voire gratuites.
Vous avez les CMP, les centres médico-psychologiques. Normalement, chaque personne qui, en fonction de son lieu d'habitation, dépend d'un CMP donc particulier avec qui elle peut prendre contact directement. Ces centres médico-psychologiques ont des professionnels de santé qui sont spécialisés en santé mentale. Et les consultations en centre médico-psychologique, elles sont gratuites, elles sont entièrement financées par la Sécu. Un centre qui est là pour ça aussi, pour vous accompagner dans votre santé mentale. 11, 25, 35, 70. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour les jeunes, il y a aussi les maisons des ados. Celles que je connais, ça se concerne un public de 11 à 25 ans. 25 ans, c'est des grands ados quand même. Donc c'est un espace d'accueil en grosso modo où tu peux te venir parler de tout ce qui te préoccupe. Alors ça peut être ta santé mentale comme ta situation professionnelle, comme ta situation sociale. En tout cas, tu peux venir solliciter une aide, quelle qu'elle soit. Des infirmiers, des psychologues, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, il peut y avoir un petit peu tout ça. Donc que tu sois en situation de bien-être ou de mal-être d'ailleurs, en difficulté sociale ou psychologique, de handicap, tu peux aller là-bas. Il faut savoir que c'est anonyme et gratuit. Je pense aussi aux parents des ados, parce que c'est pas forcément facile d'être parent. C'est que tu peux aussi, en tant que famille ou proche, aller chercher de l'aide dans ces maisons des ados. Ils accueillent aussi les familles ou les parents qui sont en difficulté avec un ado qui aurait des problématiques. Pareil, sur internet, vous trouverez celle qui est la plus proche de chez vous. Encore une fois, c'est anonyme et gratuit, donc quelle que soit votre problématique, vous pouvez aller trouver des réponses là-bas. Si vous avez quelqu'un dans cette tranche d'âge qui est en difficulté et que vous voulez aider, vous savez pas comment, ça peut être aussi une réponse. Alors proche de manière générale. Pour les étudiants, même les vieux étudiants, parce que les études ça peut être très long, vous avez les bureaux d'aide psychologique universitaire. Elles s'appellent les BAPU et la médecine universitaire. Il faut savoir que normalement ça existe sur les campus. C'est un lieu d'écoute pour les étudiants, et effectivement qui sont en difficulté psychologique. Vous pouvez y aller, être reçu et suivi par des psychiatres et des psychologues. Pour avoir accès à un BAPU, c'est simple, il faut une carte d'étudiant et être affilié à la sécurité sociale, ce que vous êtes de toute façon quand vous êtes étudiant. Ce service est évidemment gratuit. On a beaucoup parlé de la santé mentale des étudiants. Sachez que ça existe. C'est tout à fait possible d'aller dans un bureau d'aide psychologique universitaire 1, 2 ou 3 fois seulement si c'est une difficulté passagère. Ça peut être aussi être prise en charge de manière plus longue pour une psychothérapie. Mais en tout cas, au niveau des étudiants, ça peut être une solution. Pour les personnes qui sont très précaires et qui rentreraient pas dans ces catégories d'âge, les centres sociaux de vos villes qui sont les CCAS. Alors c'est un versant plus social mais qui pourra aussi vous amener à trouver des solutions. Et en tout cas, ils connaissent aussi les solutions qui sont possibles. Donc si vraiment vous êtes dans ces situations très précaires socialement, au niveau professionnel, n'hésitez pas aussi à leur demander de l'aide. Des centres où vous pouvez venir demander de l'aide et il y en a normalement dans beaucoup de villes. Et c'est des acteurs sociaux mais qui sont aussi en lien avec des acteurs de santé, avec des acteurs de santé aussi classiques. Donc c'est important à connaître. Ça peut être une porte d'entrée à votre prise en charge. Il y a aussi des associations pour les victimes qui existent, qui ont parfois des psys. Alors ça c'est géographiquement dépendant de votre territoire, ça malheureusement. Donc internet est votre ami pour les trouver. Comme le COVA à Bordeaux qui est le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression par exemple. C'est un endroit aussi qui est à connaître parce que vous pouvez y débarquer de jour comme de nuit. C'est un centre d'urgence. Vous avez aussi les hôpitaux psychiatriques, tout simplement. Si vous êtes en très très grande difficulté, on n'y pense pas, mais qui ont tous des centres d'urgence qui vont vous prendre en charge aussi, tout simplement. Si ça va pas du tout, faut pas hésiter à y aller. Et dans un autre versant, vous avez tous les numéros d'aide téléphoniques et les téléconsultations qui peuvent exister aussi. Les numéros d'aide, il y en a plein. Il y a SOS Amitié, SOS Dépression, SOS Suicide, Suicide Écoute. Il y a Écoute Famille aussi. Il y a Fil Santé Jeune aussi qui existe. Enfin ça, il en existe un bon paquet sur des problématiques différentes. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Surtout que ça a un côté aussi très anonyme et pas du tout personnel, c'est-à-dire que vous montrez pas votre tête, vous n'avez pas une tête en face. Ça peut être aussi plus facile et ça peut être aussi une porte d'entrée au fait de parler de vos problèmes. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise à avoir quelqu'un en face, mais ça peut être aussi votre solution. Et pas forcément prendre un rendez-vous, parce que là ça urge et que vous avez besoin de parler d'un truc. Ça, il faudra plus que vous cibliez votre problème. Je m'avais dit aussi quelque chose de très 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 intéressant. C'était pour les personnes qui étaient un petit peu différentes, alors je mets d'énormes guillemets dessus. Vous avez peur un petit peu du jugement du professionnel qui pourrait y avoir en face de vous. Tu m'as parlé de listes safe. Oui, alors les listes safe, ça existe sur plusieurs sujets. Ça existe en santé mentale, mais ça existe sur un gros sujet aussi qui est très compliqué, qui est la gynéco, parce que la gynéco, on pourrait en parler des heures, mais pas forcément de la bonne façon en France. Enlevez-vous l'idée que c'est TripAdvisor déjà, parce que ça a été la grosse critique des listes safe. Les listes safe existent depuis la nuit des temps sur les professionnels de santé, dans les années 80, chez les personnes qui étaient atteintes du sida, parce qu'il y avait aussi des professionnels de santé qui ne voulaient pas les soigner. Donc ces listes safe, en général, elles étaient passées un peu de bouche à oreille sur des services ou des professionnels qui étaient bienveillants vis-à-vis des personnes sidaïques, et femmes qui se passaient du bouche à oreille de ceux qui faisaient des avortements clandestins quand elles avaient envie d'avorter. Donc faut s'enlever de la tête aussi que c'est quelque chose qui est nouveau et qui est apparu avec internet, c'est pas vrai. Donc ces listes safe, en fait, c'est des listes de professionnels de santé que les patients trouvent bienveillants sur des problématiques particulières. J'ai envie de dire, c'est des professionnels normaux en fait. Là vous aurez la certitude par exemple qui sont, si vous êtes LGBTQ+, je crois, si je veux pas dire de bêtises parce qu'à chaque fois j'oublie des lettres et c'est pas bien, mais un professionnel qui ne va pas vous juger
jugé pour ça. C'est pareil pour les personnes racisées, c'est pareil pour les personnes qui auraient été victimes d'agressions, quelles qu'elles soient. Ça peut marcher aussi sur la grossophobie. Il y a des listes safe sur les gynécologues et les violences gynécologiques. Des personnes et des professionnels de santé qui vous sont recommandés parce qu'elles seront bienveillantes sur ces thématiques. Donc ces listes safe, c'est pareil. Vous tapez sur internet, vous allez en trouver plein, sur plein de sujets. Mais sur la santé mentale, elles existent aussi. La différence, c'est pas un gros mot et c'est pas quelque chose de mal. Si vous avez vraiment peur d'être jugé pour ça, vous avez ces listes safe qui existent, que vous pouvez consulter et qui vous aideront peut-être aussi à être plus serein en allant voir un professionnel de santé. J'ai cette problématique-là dans ma vie et j'ai été bien reçue. Et déjà, je pense que ça peut vous enlever un gros poids. Il y a de grandes chances que quand je pousse cette porte, je sois bien reçue. Et c'est déjà très cool. Il doit exister d'autres solutions. Après, n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres solutions que j'ai pas mentionnées parce qu'il est fort possible qu'il y en ait que j'ai loupé. Mais mettez-les en commentaire aussi pour ça pourra peut-être aider quelqu'un. Dans tous les cas, si vous avez un quelconque conseil pour améliorer la vidéo, pour améliorer le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas du tout. Avec plaisir, je vais peut-être apprendre plein de trucs et c'est trop cool. Je pense avoir fait une liste un petit peu complète de tout ce qui vous est possible, notamment dans les solutions qui ne nécessitent pas un aspect financier important. Je pense que c'est aussi ce qui bloque dans la santé mentale malheureusement, mais sachez qu'il existe des solutions. En conclusion de la vidéo, la santé mentale, ça devait être quelque chose d'aussi... On devrait aller voir un psy comme on va voir son médecin traitant. La santé mentale, il n'y a rien de plus normal. Ce n'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu es faible. Au contraire, ça demande beaucoup de courage de demander de l'aide. Au contraire, c'est une démarche qui est pas facile. Pour ceux qui ont décidé d'affronter leurs problèmes, qu'ils soient passagers ou qu'ils soient beaucoup plus profonds, vous êtes des warriors. Je crois que ce sera le mot de la fin. Vous êtes des warriors, les gars. Exactement. Et vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes des warriors et nous sommes une armée. J'espère que toutes ces informations vont vous aider. Je vais essayer de vous rendre ça le plus clair et concis possible. J'espère que ça va vous aider surtout. N'hésitez pas à la partager un maximum. Parce qu'en fait, c'est en partageant qu'on va pouvoir démocratiser ce genre de choses-là pour pouvoir justement sensibiliser les gens autour de vous à ces possibilités-là d'aide. Merci à toi, Elia. Pas de rien, avec un grand plaisir. Quand on parle de santé, moi, je peux parler 4 heures d'affilée, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon courage pour le dérochage. Ça va aller. Ça va, j'ai pris justement 3 jours. Franchement, avec plaisir, parce que c'est un des sujets qui me tient à cœur. C'est avec Petit Ruisseau qu'on fait des grandes rivières. Mais merci en tout cas d'avoir été aussi... concise malgré tout, parce que vraiment on aurait pu mettre toute la journée. Dans tous les cas, on retrouvera Elia sur d'autres styles de vidéos. Moi, si tu m'invites, c'est avec plaisir. Faut pas hésiter à me mettre des sujets en commentaire, et puis en fonction, je verrai avec Salex s'il y a des choses qui peuvent être un peu approfondies. Merci beaucoup à toi encore une fois. De rien beaucoup. Lisez bien cette description parce qu'on va vous répertorier un maximum d'informations. Abonne-toi, active la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification, pour justement qu'on puisse papoter de ça et d'autres choses, parce que je fais beaucoup de choses sur ma chaîne. Je pourrais même pas te détailler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, amusez-vous bien. Salut